Bonjour et bienvenue sur Philosophiae. Je vous propose ici une petite analyse du livre de Michel Schneider, Big Mother, Psychopathologie de la vie politique. Alors, psychopathologie de la vie politique, en effet, mais aussi vie politique psychopathogène. Je ne résumerai pas ici le livre pour lui-même et l'utiliserai comme un éclairage, encore, par rapport à ce freudo-marxisme en général, mais ce freudo-marxisme 2.0 qui est, je pense, cet objet culturel mal identifié, à savoir le wokisme actuel comme point très significatif ou comme apothéose de la trajectoire de notre développement idéologico-culturel depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en fait, et sous l'influence états-unienne, évidemment. Donc l'auteur ne fait pas comme moi le lien entre la culture de son époque et le freudo-marxisme et le culturalisme, mais il fait référence à Adorno et la personnalité autoritaire vers la fin de l'ouvrage. Mais en fait, c'est surtout son descriptif de la société qui m'apparaît probant. J'ai trouvé dans ce livre une confirmation de pas mal de mes intuitions, en fait, ce qui est toujours, disons, rationnellement rassurant, et puis c'est un psychologue quand même d'un certain niveau. Écoutons d'emblée ce passage assez éclairant de l'auteur par rapport à notre sujet, et pour exprimer la thèse qui est défendue dans le livre. En politique, nous sommes tous un peu singes, masquant d'une résistance mimétique une soumission foncière aux vraies puissances. Jamais n'est plus profonde l'abjecte passion d'obéir que quand elle prend le masque de la rébellion. Mais rien de tel pour affermir une domination réelle et actuelle que de feindre d'en combattre une autre, imaginaire et dépassée. Ainsi, encore, le système capitaliste serait conservateur, réactionnaire, patriarcal bien sûr, et fondé sur la répression du désir. La réalité est tout autre. La domination passe aujourd'hui par le progrès et le progressisme, la modernisation et l'emprise maternante. Donc j'aborde ici le livre dans le cadre de ma réflexion exploratoire sur ce que j'appellerais pour l'heure une ingénierie psychosociale pro-régressiste. On pourrait dire aussi consuméristico-compatible, si on ne veut pas dire si on veut pas dire capitalistico-régressive, et qui est typique d'un peut-être mal nommé freudo-marxisme, et que je trouve toujours très actif, une ingénierie très active et dominante. Donc vous l'avez vu, je mets bien en gras le ré dans pro-régressiste, c'est la note qui manquait pour cette mélodie pseudo-progressiste, je pense. Remarque sur le maternel en psychanalyse. La dualité mère et père en psychanalyse, on en a déjà parlé auparavant, mais je le répète, elle peut quasiment se traduire par une dualité nature-culture. Le giron naturel de la mère d'un côté, le giron social du père de l'autre. Le père étant comparativement plus éloigné de l'enfant, il incarnerait la société, ses interdits et ses frustrations, le principe de réalité. De réalité sociale, j'ajouterais presque. La séparation avec la mère et avec la nature originelle. La mère, comparativement plus proche, incarnerait le lien avec la nature première, la fusion, la tentation de l'enfance, la satisfaction complète de l'enfant due à la présence d'un être qui devance ses besoins, fait tout pour lui, inconditionnellement, ce qui relèverait donc du principe de plaisir. Et qui pourrait aussi nourrir peut-être le sentiment de toute puissance. À tort ou à raison, une partie importante de la psychanalyse s'est construite sur cette dualité biologique première, sans oublier la détresse inhérente du petit humain qui naît dans la plus grande dépendance par rapport à ses parents, par rapport à d'autres espèces plus autonomes à la naissance, on l'a dit. Cette dépendance, cette fragilité due à cette naissance toujours prématurée, appelle des comportements parentaux très forts. Alors certes, des associations plausibles ne sauraient faire science, j'entends, mais ce ne sont pas non plus des constructions culturelles entièrement arbitraires non plus. Je comprends tout à fait que ce genre de discours mettant la femme du côté de la nature, du plaisir, de l'infantilisation puisse très mal passer. Et lorsque l'auteur dont nous allons enfin parler pense la maternisation du monde, je comprends aussi que cela puisse mal passer. En effet, critiquer un temps de rééquilibrage et de visibilisation des femmes après des millénaires d'invisibilisation, voire d'abaissement, paraît, c'est vrai, difficilement compréhensible à nos yeux contemporains. Aussi qu'une politique substitue le soin au viril autoritarisme ne semble pas être catastrophique. Au contraire. Cela étant dit, je crois qu'il faut faire abstraction de ces considérations, ramenant tout au genre et à la lutte des sexes, et comprendre les choses au sens de, si vous voulez, de style éducatif,
voire même de style de management, ou même comme style politique. Paternage et maternage. Je ne crois donc pas qu'il s'agisse là simplement de la répétition de la domination patriarcale et de la dévalorisation connexe du féminin. Ici, il va de soi qu'un père peut évidemment être maternant et une mère paternante, on l'a dit. Et encore, figurez-vous, un pouvoir tout à fait autocratique et autoritaire pourrait bien, en effet, exercer son empire par la douce voie inattendue du maternage et de l'infantilisation. Tel est l'objet du livre, où l'auteur cite d'ailleurs assez souvent Tocqueville. Ces quelques remarques étant faites, venons-en enfin au livre. Le malaise, non pas dans la civilisation, mais sans la civilisation, propose le psychologue. L'auteur développe dans ce livre donc l'idée selon laquelle le malaise dans la civilisation est aujourd'hui devenu un malaise sans la civilisation. Il dit cela page 335. Le malaise dans la civilisation est évidemment une référence à Freud, pour lequel le malaise était dû aux inévitables répressions de nos désirs, de nos pulsions, la culpabilité aussi, inhérente à la vie en société. Parler de malaise sans la civilisation, c'est bien mettre l'emphase sur cette civilisation un peu libérale-libertaire, non répressive, où la sexualité n'est plus tabou, mais au contraire encensée, et où le surmoi, le devoir, le principe de réalité, la maîtrise de soi, sont clairement plus des valeurs, disons, tendances. Ainsi, l'auteur comme moi et d'autres pensons percevoir une véritable régression psychoculturelle à l'œuvre, accompagnée par un pouvoir non pas paternant, autoritaire et névrotique à l'ancienne, mais bien maternant, infantilisant et peut-être même psychotique, fonctionnant sous le registre de l'emprise. Au Big Brother is watching you, l'auteur substitue un Big Mother is listening to you. D'un Big Brother vous surveille à Big Mother veille sur vous. C'est page 68 qu'il dit cela. Et à la novlangue se substitue une lovelangue, dit-il encore, page 215. Un passage intéressant sur ce point. Écoutons-le. La plus subtile violence de l'État est peut-être la domination par l'absence de normes. Les émotions semblent les avoir remplacées, une seule en fait, l'amour. L'amour est tout, et tout est amour. Ce serait la devise de Big Mother. Alors c'est vrai qu'il y a dans notre culture un peu anti-philosophique une obsession du pathos. Nos leaders politico-culturels voudraient promouvoir constamment cette indigence consistant à tout ramener au sentiment. C'est la réduction ad pathos, à l'amour et à la haine. C'est un niveau, bon, c'est intellectuellement, c'est un peu un ethnocide intellectuel, tout cela, de tout ramener au pathos constamment. Je trouve donc dans cet ouvrage un grand nombre d'idées que nous avons exposées auparavant, et avec le bénéfice, bien entendu, du talent et de l'expertise du psychologue, qui crédibilise d'anciennes pensées. Cela me donne donc un peu plus d'assurance quant à l'importance de ce dossier et la légitimité d'une analyse critique de cette hégémonie culturelle et qui semble incarner une véritable inversion civilisationnelle qui est caractéristique de l'Occident, pourrait-on dire, et qui doit faire que les autres cultures doivent avoir quand même du mal à nous comprendre. Dans ce livre, nous trouvons encore beaucoup d'arguments en lien avec notre objet, à savoir la critique de ce freudo-marxisme régressif et hégémonique. Et nous allons exposer quelques-unes des réflexions de l'auteur en rapport avec cet objet culturel. Plus je l'étudie, moins je pense plausible son caractère spontané, et penche sereinement pour son origine synthétique, c'est-à-dire sa fabrication en laboratoire, produit de l'ingénierie en termes de communication, côté artificiel. De la maternisation du monde. Dès le début du livre, M. Schneider parle de maternisation du monde et de la dissolution de la politique qui lui est liée. Pour lui comme pour nous, socialiste ici désignera donc surtout une idéologie qui ramène les questions politiques à des questions sociales, puis dilue les questions sociales dans les questions psychologiques. C'est le triste devenir de la gauche en France. Ajoutant plus loin que la conversion de la politique en morale accompagne la transformation de la société en nurserie. En effet, on retrouve dans son livre cette attention à l'inquiétante mutation de la gauche, surcompensant dans la linguistique et le sociétal, préférant la lutte des sexes et celle contre le patriarcat, afin d'occulter l'abandon de la lutte des classes. Encore une idée qui revient souvent, mais à mon avis à juste titre. Il écrit en effet que, quant à l'inégalité économique croissante, on peut penser que c'est souvent pour la maintenir qu'est affichée la fin des inégalités symboliques.
Mais l'auteur ne parle pas tant en marxiste ou en homme de gauche, et semble plutôt s'inscrire dans la tradition lacanienne et tocquevillienne qu'il cite souvent. Cette idée donc d'une lutte émancipatrice, consistant à en cacher une autre, plus fondamentale, à la dévier, est à garder en tête. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de convergence, et des penseurs de la convergence, hein, en effet. Mais cela veut dire que l'usage médiatique, lui, peut l'entendre ainsi, comme occultation et déviation de ce qui est le cas, je pense, hein, d'où la médiatisation extraordinaire de ces combats valorisés, émancipateurs de la part des pouvoirs en place, et cela doit attirer notre attention, on en a déjà parlé ailleurs. De l'autorité. Le chapitre 8, une autorité ordinaire, rejoint plus directement notre enquête sur le freudo-marxisme. Le psychologue nous invite à réfléchir sur cette étrange fascination pour l'enfant, et le jeunisme qui va avec, concluant alors qu'on assiste à une inversion de la transmission symbolique, ce qui équivaut, me semble-t-il, à l'inversion autoritaire dont on a parlé ailleurs, et à l'autorité de l'infantile, congruente avec nos sociétés consuméristes. L'avenir et l'enfant sont ainsi mis sur un piédestal, et le passé et l'adulte rabaissé et occulté. Voilà un trait psychoculturel significatif et décisif. Les pères ne transmettent plus de repères, de valeurs, ne justifient plus la vie. Il y aurait comme une transmission du nihilisme, pourrait-on dire. Quant à la révolution, la déconstruction et la reconstruction de la personnalité de base, Schneider écrit « La personnalité libertaire et le narcissisme deviennent la structure constitutive de la personnalité postmoderne. » Alors que les sociologues et philosophes de l'école de Francfort définissaient une personnalité autoritaire dominante. Mais ici, l'auteur ne détaille pas comme nous l'avons fait, et comme il convient de le faire, je pense, car il y a eu, je crois, une bien réelle prescription, une ingénierie volontaire, et non un simple développement de la société. Bon, c'est une hypothèse, c'est ouvert. La conscience de l'importance de cette culture d'américanisation semble tout de même bien comprise lorsque l'auteur écrit « Cessons d'agiter l'épouvantail du fascisme dès qu'une autorité paternelle se dresse pour s'opposer à la satisfaction de toutes les revendications pulsionnelles d'un peuple enfant, rien que ça. » Bon nombre de pathologies contemporaines semblent liées à cet effacement du père, quand il ne s'agit pas d'humiliation du père, lui qui incarne frustration, interdit, principe de réalité, vie sociale, normes, etc. La société, d'un point de vue psychanalytique, passerait de maladies d'excès de paternage à des maladies d'excès de maternage. Et il écrit en effet « Autrefois névrosés parce qu'il y avait trop de pères, nous deviendrions à présent psychotiques parce qu'il y en a plus assez. » J'observe donc que les vues exprimées dans les autres vidéos sur le freudo-marxisme ne sont peut-être pas tout à fait erronées et que des gens plus compétents que moi sont aussi éblouis par ce phénomène culturel qui nous fait passer d'une pathologie culturelle à l'autre. Ce totalitarisme maternant est donc décrit en ces termes. Écoutons-le. Big Mother et ses porte-paroles pourchassent ce qui empêche encore l'homme d'être un enfant pour l'homme et assurent une veille sanitaire sans relâche. Convenance du politiquement correct, convenu d'un langage dominant, convention d'un parler faux, tout se résume dans ce convenable absolu, effacer les différences. Sexe, génération, classe, langue, tout s'annule dans une même soumission au maternel. En conclusion, j'ai donc trouvé sous la plume de l'auteur une claire conscience de ce qu'on pourrait appeler un changement, une révolution quant à la personnalité de base. Le psychologue en reste au style éducatif et politique et ne fait pas suffisamment le lien avec le freudo-marxisme et la promotion de la société de consommation et encore à l'ingénierie psychosociale qui me semble toujours être une hypothèse audible et crédible. Il demeure que le psychologue, en fin clinicien, remarque beaucoup de traits psychologiques, politiques et culturels vraiment significatifs, et sous certains aspects assez psychopathologiques de ce bain culturel toujours contemporain. Ces éléments méritent compréhension et explication, et c'est la maternisation du monde qui fait à ses yeux la synthèse, le concept central qui permet d'unifier toute cette diversité. Nous parlons donc bien de la même réalité, des mêmes phénomènes qui peuvent entrer sous la catégorie du maternage, de la régression, de l'effacement du père, peut-être même sous le registre de l'hypersubjectivisme un peu solipsiste, car il y a une dimension misologique quand même dans notre culture. Cette capacité à tout réduire au pathos, c'est aussi corrélativement une haine de la pensée. Et ce livre me paraissait donc être le bienvenu et constituer un apport bibliographique d'intérêt quant au freudo-marxisme
par rapport à la nouvelle culture dans laquelle nous vivons, et qui n'est pas d'ailleurs plus tolérante, in fine. Donc on reprochera, à mon avis, assez spontanément à ce genre de lecture, non seulement de reposer sur une science fragile, si on veut vraiment couper les choses à la base, mais encore d'être conservatrice. Je dirais que par contre, il ne suffit pas de s'opposer au conservatisme pour être dans le camp du bien. L'histoire peut très bien dégénérer. Et le progrès réel n'est aucunement nécessaire, surtout pas à court ou à moyen terme. Quant à la scientificité de la psychanalyse, elle pose en effet question. Mais c'est vrai que nous pourrions arriver au même diagnostic, à la même thérapeutique, sans nous référer au socle psychanalytique, parfois juste le bon sens. J'en ai terminé, et je vous dis à très bientôt sur Philosophia